Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon. Jusqu'à présent, nous avons étudié les permutations de manière individuelle et à partir de maintenant, on va s'intéresser à comment ces permutations interagissent entre elles et à leur comportement de groupe. Et on arrive enfin à la définition centrale de notre cours qui est la définition de groupe. Donc un groupe de permutations, c'est tout simplement un ensemble d'un certain nombre de permutations à n éléments qui satisfait la propriété suivante. Si A et B sont des permutations qui appartiennent à cet ensemble, alors A fois B doit encore appartenir à cet ensemble. Et un premier exemple de groupe de permutations, c'est le groupe symétrique de degré n, on le note Sn. C'est l'ensemble de toutes les permutations à n éléments. Et ça forme bien un groupe comme son nom l'indique. Un autre exemple plutôt évident de groupe, c'est l'ensemble qui contient une seule permutation, qui est la permutation identité. Vous voyez bien que si vous multipliez l'identité par elle-même, vous obtenez encore l'identité, donc ça forme bien un groupe. On appelle ça le groupe trivial. Et pour trouver un exemple un peu plus sophistiqué de groupe de permutation, on va avoir besoin d'une notation qu'on a un peu utilisée déjà à gauche à droite et qu'on va introduire de manière plus systématique maintenant. Donc si on prend une permutation A et on considère le produit A fois A, etc. n fois, on va dénoter ça par A puissance n. Et de la même manière, A puissance moins 1, l'inverse de A, multiplié avec elle-même n fois, ça va être A puissance moins n. Si on ajoute la convention que A puissance 0, c'est la permutation identité, eh bien, on a défini A puissance n pour n n'importe quel entier relatif, c'est-à-dire positif ou négatif. Avec cette nouvelle notation, on arrive immédiatement à deux observations. La première est que si vous prenez A puissance n et A puissance m, où n et m sont des entiers relatifs quelconques, alors leur produit fait tout simplement A puissance n plus m. Ensuite, une deuxième observation est qu'on prend l'ensemble de toutes les puissances de A. Par définition, on a la permutation identité qui est dedans, A, A2, A3, etc. De la même manière, A-1, A-2, A-3, etc. Et cet ensemble forme en fait un groupe justement par notre première observation, qui dit que le produit de deux éléments dans cet ensemble est encore dans cet ensemble. Ce groupe va être appelé le groupe cyclique engendré par A. On va le noter A avec des crochets autour, et en gap, ça s'appelle groupe de A, avec ou sans crochet, gap comprend les deux. Prenons une permutation au hasard. On peut même demander à gap de nous en fournir une, avec la commande random. Là, ici, je prends random du groupe symétrique de degré 10. Je vais trouver une permutation piochée au hasard dans S10. J'évalue avec shift entrée et gap me donne une permutation. Évidemment, à chaque fois que je vais évaluer la commande random, je vais en trouver une nouvelle permutation. Donc, j'en prends une qui me plaît bien, par exemple celle-ci. Je fais copier-coller. On va appeler A cette nouvelle permutation. Et on va maintenant s'amuser à calculer les puissances successives de A. Donc pour ça, on va utiliser une boucle for. La syntaxe est la suivante. Pour tous les entiers, disons, de 1 à 15, on va demander à gap de faire ce qu'il trouve entre les commandes do et odd. Odd, c'est justement do à l'envers. Ce qu'on va lui demander de faire, c'est d'afficher d'abord n pour savoir où on en est, puis mettre un espace, calculer A puissance n, et puis d'aller à la ligne. Et voilà, on trouve ce résultat-ci. Ce qu'on peut observer, c'est que la 12e puissance de A, c'est la permutation identité. Ensuite, la 13e, c'est la même que la première puissance, la 14e, la même que la deuxième, etc. Donc on a l'impression que le bloc là entre 1 et 11 se répète à partir de 13. On va tester ça en allant un peu plus loin, disons pour n de 1 jusqu'à 30. Et en effet, on retrouve ce même bloc entre 1 et 11 ici,
Puis on retrouve encore la permutation identité à la 24e puissance. Et ensuite, ça reprend encore au début. Donc là, on a l'impression qu'il y a un phénomène de périodicité. On va le tester en commençant avec un chiffre négatif, par exemple en allant de moins 15 à 15. On trouve cette liste-là. On trouve la permutation identité encore à moins 12, donc les multiples 12 ont une signification là. Et puis entre moins 12 et moins 1, eh bien, c'est les mêmes blocs entre 0 et 11. Essayons de comprendre un peu mieux ce phénomène de périodicité qu'on vient d'observer sur un exemple avec gap. Si on réfléchit à la définition du groupe engendré par un élément, on a l'impression qu'il y a une infinité de permutations à prendre en compte, puisqu'on prend toutes les puissances de A pour tous les entiers et qu'il y a évidemment une infinité d'entiers. Mais dans le même temps, il n'y a qu'un nombre fini de permutations des nombres de 1 à n, puisqu'on a vu dans la toute première leçon que c'était factoriel n. Donc les puissances de A sont piochées dans une liste finie, et elles ne peuvent donc pas être toutes différentes les unes des autres. On en conclut qu'il doit y avoir deux entiers, disons comme ceci, n plus petit que m, qui donnent la même puissance de A, à n égale à m. Alors si je pars de cette égalité-là, j'ai envie de simplifier par an, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par a puissance moins n des deux côtés. Et puis, avec la petite règle qu'on a donnée, ça va faire a puissance 0, donc l'identité égale a puissance m moins n. Donc ça, c'est une remarque très simple mais fondamentale. Il existe une puissance de a qui est l'identité. Dans l'exemple, c'était 12. Et alors, la plus petite puissance de a qui donne l'identité, on va l'appeler l'ordre. Donc, c'est une définition qu'on fait. L'ordre d'un élément, c'est le plus petit entier positif tel qu'on retombe sur l'identité. La remarque juste au-dessus montre que tout ça, ça a un sens. Il en existe bien. On va appeler ça donc l'ordre de A. La notation, c'est ordre de A. Et puis, en gap, c'est tout simplement la commande order. Ceci étant, si on essaie d'explorer les puissances de A après ce nombre k, mais qu'est-ce qu'on va trouver? Si on essaie de partir de la relation AK égale identité et d'aller un cran plus loin, si on regarde AK plus 1, on peut l'écrire AK fois A, donc l'identité fois A, donc ça fait A lui-même. On retombe donc tout simplement sur A puissance 1. De la même manière, si on regardait AK plus 2, c'est AK fois A2, ça fait simplement A2. Donc on retombe sur les petites puissances de A. On continuerait comme ça jusqu'à AK plus K, qui fait AK lui-même, donc l'identité, et là, on repart de 0. Donc voilà, élucider le phénomène de périodicité qu'on avait vu avant. Si on se pose la question pour les puissances négatives de A, ben on peut regarder AK-1, qui fait AK fois A-1, donc l'identité fois A-1, donc A-1 lui-même. Donc voilà déjà une puissance négative de A qui est en fait égale à une puissance positive. Pareil, en partant d'AK-2, on se rend compte que A puissance moins 2, lui aussi c'est une puissance positive de A. En fait, on peut, en toute généralité, faire l'observation suivante. Si on regarde A puissance moins n, par définition, c'est A-1 fois A-1 n fois, donc c'est A-1 puissance n, d'accord? Et puisqu'A-1 c'est une puissance positive, à savoir AK-1, ça fait AK-1 puissance n, donc A puissance quelque chose de positif. Donc on vient juste de dire que les puissances négatives sont égales à des puissances positives, et juste avant, on avait dit que les puissances positives, en fait, pouvaient se ramener aux petites puissances, entre 0 et K-1. Donc si je résume cette discussion très simplement, eh bien, en fait, si on essaie de calculer une puissance quelconque de A puissance n pour n'importe quelle n, en fait, elle va être égale à une puissance entre 0 et K-1, ou encore avec le vocabulaire des groupes cycliques engendrés par les éléments. Le groupe cyclique engendré par A se réduit en fait à cette liste très simple des premières puissances de A entre A puissance 0, l'identité, et A puissance K-1. En particulier, on voit que dans le groupe cyclique engendré par A, lorsque A est un élément d'ordre K, il y a précisément K éléments. Avant de retourner à gap et à l'exemple qu'on avait commencé, je peux vous faire une démonstration très simple avec le Rubik's Cube. Alors, si je regarde la permutation qu'on obtient en faisant tourner la tranche du haut d'un quart de tour comme ça, si je l'appelle petit a, eh ben on en avait parlé, la permutation a au carré, c'est celle qu'on obtient en refaisant le même geste une deuxième fois. Donc la voici, ça c'est a au carré. Si je recommence, j'obtiens a au cube. Et enfin, voici a puissance 4. Il est bien clair sur cet exemple que a puissance 4, c'est la première puissance de a qui fait l'identité. Et donc l'ordre de cette permutation, c'est 4. Revenons à notre exemple de permutation A. Alors on va appeler G le groupe cyclique engendré par A.
On peut demander à Gap d'afficher toutes les permutations qui sont dans ce groupe avec la commande asList, donc G comme une liste. Et on voit bien que dans cette liste se retrouvent bien toutes les permutations qui se répétaient tout à l'heure en bloc avec notre phénomène de périodicité. On peut demander la longueur de cette liste. Voilà, sans surprise, ça va faire 12. De même que l'ordre de A, de notre permutation qui engendre G, va aussi être 12. Il y a une commande formidable que j'ai envie de vous apprendre tout de suite, qui est la commande description de structure de G. Donc là, Gap va répondre ce qu'il peut comprendre de la structure de ce groupe. Donc c'est plus ou moins concluant. Ici, il va répondre C12, qui se lit groupe cyclique engendré par une permutation d'ordre 12. De nos petites observations sur les groupes cycliques, on peut déduire un théorème qui est vrai en toute généralité pour un groupe de permutations, qui est que si vous prenez G, un tel groupe, et un élément A de ce groupe, alors l'inverse de A puissance moins 1, appartient aussi à ce groupe. De plus, la permutation identité appartient à tout groupe de permutations. Donc voyons un petit peu pourquoi ce théorème est vrai. Donc on va appeler K l'ordre de A. On peut supposer K est plus grand que 2. Je vous laisse réfléchir à titre d'exercice que si K est égal à 1, eh bien en fait A est égal à l'identité. Et donc A est égal à 1 moins 1. Et il n'y a rien à démontrer. Donc on peut bien partir de l'ordre de K égale à un nombre plus grand que 2. Puis comme on a vu que l'inverse de A est en fait une puissance positive de A, notamment A fois A fois A, K moins une fois, eh bien A moins 1 appartient bien au groupe G par définition. Et puis comme la permutation identité c'est A fois A moins 1, donc encore un produit d'éléments de G, l'identité appartient encore à G. On va revenir à l'un de nos exemples préférés, qui est celui de la numérotation des voitures dans les TGV. À partir de cet exemple, on va obtenir un groupe, mais qui cette fois n'est pas cyclique. Donc je rappelle ce qu'on avait observé à propos des TGV. Donc on avait mis en valeur cette permutation-là, R. On avait fait son graphe de Schreier, on l'a écrit en produit de cycle, etc. Donc la voici. Et une autre qui joue un rôle important, c'était S, que voilà. Alors on n'avait pas pris le temps, celle-là, de l'écrire comme produit de cycle. Voici le résultat, je vous laisse en exercice vérifier que c'est bien correct. Donc on a R et S. Et puis, on avait vu qu'il y avait en fait en tout et pour tout 8 permutations qu'on pouvait obtenir en regardant les numérotations de voitures sur les TGV, qui sont les 8 qui sont inscrites ici. Alors en fait, elles sont toutes de la forme une puissance de S fois une puissance de R, et puis la puissance de S est soit 0 soit 1, et la puissance de R est en fait entre 0 et 3. Voilà. Et alors finalement, on a fait des petites observations de calcul qui étaient que S au carré fait l'identité et R4 fait l'identité. En fait, si vous réfléchissez un petit peu avec la définition de l'ordre d'un élément qu'on vient juste de donner, en fait, on avait montré précisément que l'ordre de S c'était 2 et l'ordre de R c'était 4. Voilà. Et enfin, on avait cette relation, si on essaie de faire R fois S, le produit dans ce sens-là, ça faisait S R3. Et bien sûr, comme R3 c'est R-1, R étant un élément d'ordre 4, on a donc RS égale S R-1. À partir de tout ça, on va pouvoir montrer que les 8 permutations qu'on a obtenues forment en fait un groupe. Alors voici les grandes lignes du calcul qui permet de démontrer ça. La première observation, c'est que comme RS fait S R-1, à chaque fois qu'on veut échanger un R et un S, on peut le faire, mais le R devient R-1. Si on a envie de le faire plusieurs fois et qu'on veut faire passer un RM à droite d'un S, à chaque fois que R va passer à droite, il va devenir R-1. Donc RM fois S, ça va devenir S fois R-M. Alors la deuxième chose, c'est que maintenant qu'on sait faire passer R puissance M à droite de S, si on doit faire ça plusieurs fois, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va regarder une expression de la forme RMSK, le RM peut traverser le S, mais il devient R-M. S'il retraverse un autre S, il redevient R plus M, puisque le signe change. Et ainsi de suite, si on le fait K fois, si le RM va traverser K fois la lettre S, il va arriver à droite au bout avec un certain signe, plus ou moins, qui n'est pas important pour la suite, mais en tout cas, ça aura cette forme-là, SK, R puissance plus ou moins M. Et enfin, voici le calcul final. Si je prends 2 éléments dans ma liste parmi les 8 et que je les multiplie, au milieu le RMSK,
devient SK R puissance quelque chose. Ensuite, je rassemble avec ma petite règle très simple. J'ai donc une puissance de S fois une puissance de R. Et alors, on avait observé que S était d'ordre 2 et R d'ordre 4. Donc toute puissance de S, finalement, c'est soit l'identité, soit S. Et toute puissance de R est dans cet ensemble à 4 éléments, I, R, R2, R3. Finalement, on a bien montré que le produit de 2 éléments dans ma liste était encore dans ma liste de 8, et ces 8 permutations forment un groupe.